Bonjour à tous, bienvenue à cet événement de restitution du grand sondage des Français de Belgique, avec Jean-Baptiste Lemoine qui nous fait le plaisir d'être avec nous, le secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Alors, aujourd'hui, on va discuter du grand sondage, qui est une initiative que j'avais lancée l'année dernière, qui avait été envoyée à l'ensemble des Français inscrits sur le registre des Français de Belgique, et on va discuter des résultats. Alors, je remercie beaucoup à Jean-Baptiste d'avoir pris le temps de venir nous voir pour discuter de ces résultats. On a essayé de trouver dans ce sondage, d'aller chercher les préoccupations des Français de Belgique et de faire en sorte qu'elles soient transmises au gouvernement. Et la présence de Jean-Baptiste montre qu'on a cette transmission sans filtre directement au secrétaire d'État en charge des Français de l'étranger, et je m'en félicite vraiment. Alors, il y a certains sujets, évidemment, qui se sont dessinés, qui sont détachés plus que d'autres, et on va plonger ensemble. On a à peu près une heure et demie ensemble. On va plonger dans ces différents sujets. Pour faire ça, je ne vais pas faire ça tout seul. Il y a maintenant une équipe avec laquelle je travaille depuis quelques mois, et je leur ai demandé d'être présents ce soir pour pouvoir poser également les questions. Mais également vous qui regardez le Facebook Live aujourd'hui, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, et on a Jérémy Michel qui est conseiller des Français de l'étranger également, qui va transmettre et qui va poser ces questions au ministre également. Alors, regardons déjà un peu les résultats. On vous a donc écouté par ce grand sondage des Français de Belgique, et un franc succès, je dois dire. Un franc succès dans le sens où il y a plus de 2300 réponses qui ont été envoyées. Si on compare un peu avec le nombre de personnes qui ont voté aux dernières élections consulaires, c'est à peu près 14 000, ça représente 16%. Donc c'est un nombre qui est quand même assez important. Et si on regarde un petit peu plus précisément dans les tranches d'âge des personnes qui ont répondu, ou dans des lieux d'où viennent les personnes qui ont répondu, là encore, on arrive à certaines similitudes par rapport à la communauté des Français de Belgique. Alors, évidemment, je prétends pas du tout que le sondage ait un caractère scientifique, et en soi, évidemment, on peut pas lui donner cette appellation. Mais on voit certaines similitudes, et je trouvais que c'était intéressant à noter. Agréable surprise, dans le sondage, on voit que 2/3 des répondants connaissent le rôle d'un conseiller des Français de l'étranger. Je dois nuancer ça un petit peu, évidemment, puisque c'était envoyé par un conseiller des Français de l'étranger, donc c'est normal qu'on ait un chiffre assez élevé, mais j'espère que ça aura permis d'intéresser, le fait d'avoir ce système de questionnaire, d'intéresser de nouvelles personnes qui ne connaissaient peut-être pas, avant de remplir le sondage, le rôle des conseillers des Français de l'étranger. Dans ce sondage, dans ce questionnaire, il vous a été demandé de sélectionner les sujets sur lesquels vous pensez que le rôle de conseiller des Français de l'étranger fait particulièrement sens. Et donc, on a des résultats qui nous montrent que, par exemple, 60% d'entre vous pensent que l'aide à l'administration française est un sujet de priorité pour le travail des conseillers des Français de l'étranger. Pareil pour la défense des intérêts des Français de Belgique. Là aussi, près de 60% des personnes considèrent que cela fait partie intégrante du rôle des conseillers. Et d'ailleurs, si on descend un petit peu, qu'on va dans le Hainaut, on arrive à 70% des personnes qui considèrent que la défense des intérêts des Français de Belgique est le travail principal. Alors, quand le sondage a été fait, on était dans la période de la réforme sur la fiscalité, qui évidemment impactait particulièrement les Français du Hainaut. Et donc ça peut expliquer aussi pourquoi le chiffre est aussi élevé pour cette région-là. Et à ce titre, un peu plus tard, pendant la soirée qu'on va passer ensemble, Julien Kounowski, qui représente le groupe des non-résidents qui est contribuable en France, va pouvoir discuter de ces points en particulier. On avait travaillé ensemble avec lui, avec Jérémy Michel, dont j'ai parlé un peu plus tôt, avec le député de la circonscription, Pierre-Alexandre Anglade, et le gouvernement, pour essayer de faire en sorte que cette réforme aille dans la bonne direction. Enfin, on vous avait interrogé sur votre niveau de satisfaction par rapport aux informations que vous receviez de l'administration française sur plusieurs sujets, comme par exemple la fiscalité, les retraites. Et là, malheureusement, on doit constater que parfois, sur certains aspects, les niveaux de satisfaction étaient faibles, voire très faibles.
Donc voilà, ce sondage il met en lumière un ensemble de sujets sur lesquels on souhaitait t'interroger, Jean-Baptiste. Et dans cette visioconférence, on va également pouvoir avoir, comme je le disais, des questions des personnes qui suivent le Facebook Live. Donc je me répète, mais volontairement, poser des questions dans le chat. Jérémy Michel va faire le travail de les poser ensuite au ministre. On a prévu 2 temps de questions des personnes qui nous suivent. Ma question à toi, Jean-Baptiste, pour ouvrir un petit peu les choses. Dans le sondage, il y a 25% des personnes qui disent que l'accompagnement des Français de l'étranger les plus vulnérables doit être une priorité pour les conseillers des Français de l'étranger. Moi, je voulais savoir un peu les mesures que le gouvernement a prises pour les Français les plus vulnérables. Et puis, plus largement, pour te donner aussi la possibilité d'introduire le sujet, on est en plein milieu, on est encore dans la crise. Le gouvernement a dû prendre des mesures difficiles. Qu'est-ce que le gouvernement a pris comme mesure en faveur des Français de l'étranger? Merci encore d'être là avec nous, Jean-Baptiste. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, cher Thierry, cher Jérémy, chers amis. Pardon à nouveau pour ce retard, mais hélas, j'étais retenu et je ne pouvais pas quitter Matignon, puisque le Premier ministre nous réunissait sur le plan d'investissement sur la montagne, et je me devais d'être à ses côtés. En tous les cas, très heureux de vous rejoindre pour cette soirée et pour partager à la fois les résultats de ce grand sondage et puis au-delà, pour partager, j'espère, une même flamme, un même élan, un même espoir autour de cette liste de candidates et de candidats engagés à vos côtés. Vraiment, du fond du cœur, je vous souhaite plein de bonnes choses parce que vous le méritez et parce que vous l'avez prouvé, vous l'avez démontré les uns et les autres. Et quelque part, Thierry Masson et Jérémy, pour prendre 2 membres de la liste éminents que je connais, voilà, chacun, vous avez votre propre parcours, je dirais, politique, et vous vous retrouvez alors que il y a quelques années, on aurait pu penser que ce n'était pas le cas, mais le président de la République est passé par là. Il a su, je crois, faire en sorte que le rassemblement soit une très belle valeur, et vous l'incarnez au niveau de la Belgique avec cette démarche que vous initiez ensemble, et vous n'êtes pas tout seul. Je pense à Isabelle Vandès, bien sûr, je pense à tous vos colistières et vos colistiers, parce que il y a également la force d'un certain nombre d'énergies issues du monde associatif, et je veux les saluer parce que tout ça, c'est, je dirais, dans l'ADN de ce que le président de la République a porté en 2017 et qu'on s'efforce de mettre en œuvre naturellement depuis 4 ans. Donc, je dois dire que c'est pour moi hyper enthousiasmant eh bien d'être à vos côtés ce soir, pardonnez-moi, dans cet état d'esprit. Alors, pour répondre à cette première interpellation, c'est vrai que dès lors que la pandémie est intervenue, on a bien vu combien nos communautés partout dans le monde étaient exposées. Je précise d'ailleurs que les Français établis hors de France ont été en fait les premiers à être exposés à cela, puisque c'est parti de Chine, et notre communauté française à Wuhan était la première, naturellement exposée. Et donc, on a mis en œuvre avec Jean-Yves Le Drian eh bien, un certain nombre de dispositifs pour pouvoir accompagner du mieux possible, à la fois au niveau social, avec cette aide SOS Covid, qui a été reconduite d'ailleurs en 2021, parce qu'on voit bien qu'il y a des conséquences économiques et sociales à cette crise sanitaire dans tous les pays, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir d'ailleurs ce filet de sécurité que nous avons en Europe. Globalement, je pense que en Belgique, les choses également sont assez bien faites comme en France, mais d'autres compatriotes étaient vraiment particulièrement exposés dans des situations précaires. Et puis, nous avons voulu également pousser les feux pour préserver cet enseignement français à l'étranger qui est si important. Et donc, on a mis 150 millions d'euros en tout, 50 millions d'euros pour des bourses
pour ajuster les quotités, pour ajuster les bourses, pour éviter les déscolarisations, là aussi, au regard des conséquences économiques et sociales. Et puis, également, 100 millions d'euros en subvention et en avance de trésorerie pour les établissements, pour faire face, là aussi, aux conséquences et préserver ce joyau, si je puis dire. Enfin, on a souhaité orienter en 2020 les subventions, qui reviennent au tissu associatif, les fameuses subventions staff, vers ce qu'on appelle les OLES, les organismes locaux d'entraide et de solidarité, un certain nombre d'associations de bienfaisance, d'entraide, et je le sais, à Liège et à Bruxelles, ont pu bénéficier de cela. C'était très important parce qu'ils viennent eux-mêmes en aide à nos compatriotes. Donc, on va continuer. Je veux dire, tant que la pandémie est là, on se doit d'être aux côtés des Français établis hors de France. Et je dois dire que je salue aussi les élus de proximité que vous êtes, puisque Thierry, Jérémy, vous êtes conseillers consulaires, désormais appelés conseillers des Français de l'étranger. On a voulu simplifier la dénomination d'ailleurs, et vous avez été très précieux dans la gestion de cette crise, en appelant notre attention sur les dispositifs, parfois sur les trous dans la raquette qu'il fallait réduire. Et c'est donc, je dirais, une action qui est indispensable, complémentaire, en bonne intelligence d'ailleurs avec les institutions, qu'elles soient au niveau du consulat, et je salue d'ailleurs l'action de notre consul général, de ses équipes, et également naturellement de celle qui est conduite en France au Quai d'Orsay. Donc voilà un peu pour les dispositifs d'accompagnement. Vous dire que l'État a été là et il continuera d'être là. On est là dans un moment totalement inédit, mais qui, je crois, prouve une fois de plus que voilà, quand on dit l'État est là, c'est pas un vain mot, c'est pas un slogan, c'est pas du marketing, c'est sonnant et trébuchant, et ça trouve à s'appliquer aussi chez vous en Belgique. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette première réponse. On va passer aux questions donc des autres personnes membres de la liste qui vont poser les questions. La première, donc Valérie Gourgue. Valérie Gourgue, elle travaille dans une biotech belge, mais elle est aussi dans sa vie associative très impliquée puisqu'elle est vice-présidente de l'Union des Français de l'étranger pour la Belgique. Et Valérie avait une question sur les retraites, je crois. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Les réflexions et questions viennent à la fois d'approches directes qu'on a eues de la part de Français de l'étranger, pas nécessairement adhérents, mais qui viennent nous voir directement, et viennent aussi de réactions qu'on a pu avoir après l'organisation de certains événements sur ce sujet. Qui dans les deux cas ont été proposés et demandés. Donc les Français de l'étranger sont bien des Français comme les autres, occupés et préoccupés par ce sujet, qu'ils connaissent mais appréhendent encore un petit peu de loin, même s'ils s'en occupent de plus en plus tôt. Je dirais que la première réflexion, première surprise, c'est la difficulté pour eux d'identifier leur parcours. Il ne suffit pas d'être français, il faut aussi combiner et matiner un certain nombre de choses pour sa nationalité, sa résidence, etc. Et tout ça, c'est pas forcément connu dès le départ, mais bon, c'est en tout cas une première question. Premier contexte en tout cas. Il y a l'Europe et il y a l'Europe. Tout n'est pas encore très clair. Une fois qu'on est, ça c'est pour ceux qui sont en situation de pré-retraite et s'y intéressent et découvrent, et une fois retraités, et là on gère cette situation, enfin elle est connue localement pour nous, par le biais de la perception des retraites et de leur financement, enfin de leur et là se pose un certain nombre de procédés qui restent encore un petit peu compliqués parce que je parle donc de ces fameux certificats de vie qu'on est censé, qu'on n'est pas censé, qu'on l'on doit
soumettre pour percevoir tout simplement ces pensions. Et alors là, s'il y a bien quelque chose qui compte tenu de la situation de pandémie, est l'air du temps. Le en même temps va nous apparaître comme étant une évidence, où le papier est lourd, mais doit quand même encore exister, et le digital doit aussi exister et cohabiter, j'imagine aussi d'une certaine façon, pour que tout le monde puisse avoir le même accès. Et la question était, est-ce que vous envisagez quelque chose de l'ordre de la simplification, une forme de fluidité aussi dans le procédé, pour qu'il soit tout en restant accessible tous par définition. Très bien. Merci Valérie. Alors, un gros sujet, la question des retraites. On reçoit beaucoup de choses là-dessus. Jean-Baptiste. Bien sûr, sujet que j'ai également touché du doigt, parce que moi, j'ai pris pour habitude de faire régulièrement des permanences dans nos consulats. J'en avais tenu une d'ailleurs à Bruxelles. Nous avions pu nous rencontrer avec les élus, mais aussi je tenais à faire une permanence, je dirais comme le médecin de famille, hein, c'est-à-dire en signalant à l'ensemble de la communauté que j'étais là et à disposition pour voir des dossiers. Et j'avais bien vu dans un certain nombre de cas et de situations qui m'étaient signalés combien la gestion de ces certificats de vie parfois pouvait devenir très complexe, avec des conséquences qui peuvent être très lourdes, puisque si le certificat de vie ne parvient pas à temps, etc., on peut avoir des gens qui se retrouvent avec une retraite qui n'est plus versée. Donc, on voit bien combien ça peut devenir anxiogène, et parfois, d'ailleurs, beaucoup de mal dans ces cas-là, parce que j'ai rencontré des gens dans ces cas-là, à pouvoir joindre quelqu'un dans les caisses de retraite pour pouvoir mettre fin à ce cercle infernal. Et c'est pourquoi on a naturellement en tête une idée qui est la simplification. Le mot était évoqué par Valérie, et c'est un mantra. Cette simplification, alors, elle passe d'une part par le fait que désormais Union Retraite, donc une des caisses, centralise la réception des certificats de vie et se charge de les communiquer aux diverses caisses françaises de retraite concernées. Parce que c'est vrai qu'on est assez champion dans le nombre de caisses, donc ça ne facilitait pas les choses. Auparavant, il fallait envoyer un certificat pour chacune des caisses dans lesquelles on était affilié. Désormais, il est aussi possible d'envoyer le certificat en ligne et non plus seulement par courrier. Mais maintenant, comme le dit Valérie, il est important de pouvoir répondre aux besoins et à la façon de faire de toutes les générations. Certains sont attachés au courrier, à l'envoi postal. Eh bien, naturellement, cette voie demeure possible, mais il ne faut pas se priver de pouvoir faciliter les démarches pour ceux qui le veulent, avec cette dématérialisation. Et je dois dire qu'on va plus loin, puisque on est en phase de test, justement, du côté d'Union Retraite, sur une procédure de reconnaissance biométrique pour apporter la preuve de son existence. Et donc, la retraitée est invité à se prendre en photo depuis chez lui en suivant des instructions qui lui sont communiquées. Donc là, on est en test et on va voir après ce que donne le résultat pour voir si on peut déployer, développer, généraliser, mais toujours dans cette même idée de faciliter et de simplifier. Alors, c'est vrai que le numérique, parfois, peut apparaître comme étant une fracture pour certains, et c'est pourquoi il faut maintenir aussi un certain nombre d'envois papier. Donc, on préserve ce en même temps qu'évoquait Valérie. Voilà quelques éléments, mais peut-être pour aller plus largement sur la simplification, il y a cette idée aussi, il y a 3 semaines d'ailleurs, en Conseil des ministres, on s'est penché sur ce sujet autour du président de la République, du Premier ministre, et le président était très allant justement sur un certain nombre de propositions que je mettais sur la table pour aller encore plus loin. Je pense par exemple au fait peut-être d'étendre l'envoi sécurisé qui se fait pour les passeports, peut-être à la nouvelle carte d'identité, le fait pour le renouvellement. On va parler de simplification après aussi. Voilà. Ok. Voilà, le fait peut-être pour les renouvellements de passeports de façon dématérialisée. Enfin voilà, je pense qu'on est dans un moment où il faut faciliter la vie de nos concitoyens et donc tout ça pour dire que c'est un chantier phare, mais on y reviendra plus tard si je te crois. C'est une très belle transition.
pour que je puisse donner la parole à Élise Sabourin. Alors, Élise, ce que je voulais noter dans son profil, c'est qu'elle a été enseignante de français langue étrangère. Donc voilà, des personnes qui sont impliquées aussi sur ces questions-là, qui sont importantes, notamment dans toute la partie flamande du pays. Donc, Élise, tu as la parole sur l'administration consulaire. Bonjour, Monsieur le Ministre. Dans les résultats du grand sondage des Français de Belgique, on s'aperçoit que ce qu'attendent les Français de la part de leurs conseillers concerne à 60% l'aide à l'administration française, l'aide avec l'administration française. Ce que vous évoquiez justement par rapport aux simplifications sur les passeports et ces questions-là. Beaucoup des répondants du sondage demandent un accès plus facile pour les démarches administratives, notamment le renouvellement des pièces d'identité, tout type d'attestation officielle. Et les prises de rendez-vous amènent souvent des délais qui sont prolongés. Je me fais ici l'écho d'une question que nous a envoyée Michel. Alors Michel nous explique qu'elle essaye depuis plusieurs semaines de joindre le consulat pour faire renouveler son passeport qui est périmé depuis février et dont elle a besoin pour pouvoir organiser rapidement un trajet aérien vers la région dont elle est originaire. Et il semble que la prise de rendez-vous est un véritable casse-tête. On lui conseille de se connecter à 1h du matin pour pouvoir réserver un créneau horaire qui se libère et tout cela devient très compliqué au final. Donc, d'une façon plus générale, ma question sera comment s'explique cette pression sur les prises de rendez-vous au consulat et quelles solutions on peut proposer dans un horizon assez rapide pour améliorer cela. Merci. Alors là aussi, c'est une question qui revient vraiment beaucoup. Je veux juste saluer quand même le travail du consulat à Bruxelles, qui est, je crois, un des consulats au monde qui délivre le plus de papiers d'identité. Donc, je sais que les agents font un travail qui est très dur et qui sont mis sous une grosse pression. Mais je me dois quand même aussi de rapporter le fait que j'ai beaucoup de questions, notamment là, quand j'ai envoyé la possibilité de te transmettre des questions, j'en ai eu 3 ou 4 qui portaient sur la délivrance des passeports. Très bien, merci beaucoup Élise pour ces réflexions, suggestions et Thierry pour ce témoignage également. Pour vous dire qu'on est aussi dans un moment très particulier parce que avec cette situation épidémique, il a fallu réorganiser aussi l'action des services, c'est-à-dire que pour répondre aussi aux normes sanitaires, eh bien, moins de personnes sont accueillies en salle d'attente, les créneaux de rendez-vous sont un peu allongés, il faut naturellement nettoyer entre chaque rendez-vous. Bref, on voit bien, et puis aussi, il y a un certain nombre d'agents qui ont basculé en télétravail, les dossiers d'état civil ne peuvent pas être emportés à domicile, et c'est normal. Donc tout ça fait que depuis un an, en période Covid, il est clair que l'action consulaire, elle est impactée, mais je peux vous dire que les agents font vraiment du mieux possible et donnent le maximum pour essayer de rattraper un certain nombre de retards qui ont pu être accumulés à cause de cela. C'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Thierry, l'activité du consulat général à Bruxelles, elle est très importante. C'est plus de 20 000 documents d'identité de mémoire qui sont délivrés chaque année. C'est plus d'une centaine de personnes qui sont accueillies chaque jour. Bref, les statistiques sont là et ça ne chôme pas. Et c'est pourquoi il est important, je pense, de pouvoir effectivement au maximum de façon structurelle rendre plus facile les démarches administratives, les simplifier et pour justement vous en donner quelques exemples dans les chantiers que nous sommes en train de piloter avec Jean-Yves Le Drian. Il y a par exemple celui de la mise en place d'une plateforme
qui soit téléphonique et Internet, accessible H24, 7 jours sur 7, et qui permettra justement de répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous pourriez vous poser à un moment T. Donc, ça s'appellera France Consulaire. On va lancer au mois de septembre prochain, d'ailleurs, eh bien la première étape avec une vingtaine de pays de l'Union européenne. Ensuite, très vite, on étendra à l'ensemble de l'Union européenne, puis à l'ensemble du monde. Donc, ça sera un premier service rendu en termes d'information. D'autre part, on a voulu, on veut pousser les feux sur un certain nombre de procédures. J'évoquais par exemple le renouvellement des passeports. Aujourd'hui, il faut comparaître au moins une fois, voire deux, si on va le rechercher. On préférait, je crois que la France n'est pas la France si on n'arrive pas à mettre en place une formule dématérialisée. Il s'agit d'un renouvellement, il ne s'agit pas d'un premier établissement. Donc, on voit bien que les empreintes, on les a, etc. Qu'il n'y a pas de… Donc, du coup, la fraude est tout à fait encadrée parce que ça peut être un sujet de préoccupation aussi. Les Irlandais l'ont fait. Moi, je souhaite qu'on le fasse. Donc, ça fait partie des pistes sur lesquelles on planche. Alors, tout ça ne se fait pas d'un coup d'un seul parce que c'est un gros travail interministériel. Le Quai d'Orsay n'est pas le seul. On fait ça avec le ministère de l'Intérieur. Donc, voilà. Mais pour vous dire que ce sont des chantiers sur lesquels on ne lâche rien parce que, voilà, vous avez vos vies de travail, vos vies de famille, etc. Et qu'on sait que quand il faut faire des démarches, c'est du temps qu'il faut arriver à aménager, que c'est pas toujours simple. Et donc, on veut réduire au maximum tout ce temps qui est pris. Donc, n'hésitez pas à nous signaler. Moi, par définition, je suis élu local et donc, justement, je le dis régulièrement quand je suis également à la rencontre de nos communautés françaises, de me signaler tous les problèmes que vous rencontriez, que vous pourriez rencontrer dans certaines procédures, et on fait le maximum naturellement pour les résoudre et les accélérer. Merci Jean-Baptiste. Alors, on va passer à la première série de questions-réponses posées dans le chat Facebook ou qu'on a reçu par email. Et je vais passer la parole à Jérémy Michel. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jean-Baptiste. Très heureux de te retrouver. Merci pour tes mots très agréables en début de cette émission. Mais je voulais aussi faire part à tous ceux qui nous écoutent justement de ta disponibilité durant ces derniers mois, d'autant plus avec la période Covid, et celle de tes équipes, et toujours la volonté de rechercher ensemble des solutions. Et sache que ça a été vraiment très, très apprécié, et je voulais me permettre d'avoir ces quelques secondes à moi pour faire part de ces remerciements, puisque si j'ai bien compris, Thierry, ma mission ce soir, c'est d'être le sans filtre, donc d'être à peine un intermédiaire entre les questions du chat et le ministre. Et je vais y aller tout de suite sur les questions, notamment de Pascal Le, qui nous parle du passage des frontières. On sait que ça a été, et c'est toujours une question qui turlupine un peu nos compatriotes ici. Et elle nous dit, Jean-Baptiste, faire couple n'est pas synonyme de pax ou mariage. Pourquoi la France se refuse-t-elle à reconnaître le fait de rejoindre son partenaire, entre parenthèses UE, comme motif impérieux ? Alors, est-ce que la France refuserait-elle le fait de rejoindre son partenaire comme n'étant pas un motif impérieux ? Est-ce que tu peux répondre à Pascal, s'il te plaît ? Alors, on a ce sujet des couples non mariés, non pacsés, avec une personne ressortissante d'un État tiers à l'Union européenne, qui effectivement s'est posée. Et donc, au mois d'août dernier, j'avais souhaité qu'on puisse mettre en place une procédure. Donc, on a mis une procédure dérogatoire parce que il faut avoir en tête que depuis mars 2020, en réalité, la mobilité dans le monde, elle est très compliquée parce que les frontières se sont toutes remises en place d'un coup d'un seul. Je fais une parenthèse. Avec Jean-Yves Le Drian, on a d'ailleurs mis en place une énorme opération logistique pour ramener à la maison 370 000 Français de passage à l'étranger et qui s'étaient retrouvés bloqués quelque part. Il a fallu affréter des avions, c'est une vraie noria par exemple avec le Maroc, 20 000 Français qui ont été rapatriés. Et donc tout ça pour dire que
la mobilité internationale, on le sait, elle est très impactée et d'ailleurs, tout cela évolue très régulièrement. Regardez les décisions que nous avons été amenés à prendre, mais d'autres Européens aussi. Mais d'autres Européens aussi par rapport au Brésil de façon temporaire. Et donc, pour répondre à ces problèmes, effectivement, de couples non pacsés, non mariés, eh bien, on a mis en place une procédure dérogatoire au mois d'août septembre qui a pu se dérouler pendant quelques semaines, quelques mois, mais que nous avons dû interrompre avec eh bien, les nouveaux confinements, les nouvelles restrictions à la mobilité internationale. Et donc, c'est ce qui explique que oui, il y a à nouveau eh bien, ces moments très durs, très compliqués, parce que quand on aime quelqu'un, voilà, ça peut pas se faire que à travers les applications avec lesquelles on est en train de converser ce soir, et j'espère que le plus vite possible, on pourra retrouver cette mobilité internationale et qu'on pourra à nouveau réenclencher ce dispositif qui permettait justement, les consulats donnaient un certain nombre de de papiers qui permettaient de franchir la frontière de l'Union européenne. Et donc, j'espère que tout cela reviendra le plus vite possible, mais on est encore dans un moment où on freine au maximum la diffusion des variants, et vous avez vu, on a encore pris des décisions sur un certain nombre de géographies ces derniers jours, donc je sais que c'est pas facile, et je crois qu'il faut qu'on serre les coudes encore pendant quelques temps, quelques semaines pour en finir et retrouver cette vie la plus normale, et notamment cette vie familiale. Mais je suis bien conscient de la souffrance que c'est pour les personnes concernées. Merci beaucoup Jean-Baptiste, et la réponse est transmise à Pascal qui doit nous écouter. J'ai une autre question, tu as évoqué tout à l'heure les lycées et l'augmentation des fonds qui ont été à leur destination, et j'ai Francis qui parle du barème des bourses scolaires qui ont été modifiées pendant la période Covid, notamment sur les revenus mobiliers et immobiliers, sans rentrer dans le détail, mais sa question elle est assez simple. Est-ce qu'après la période Covid, ces critères vont rester tels quels ou vont-ils retrouver ce qu'ils étaient avant la crise que nous avons connue et que nous connaissons encore? Bon, alors, savoir quand est-ce qu'on sortira de la crise, déjà, c'est faire de l'astrologie, donc c'est dur à dire. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on est dans la crise, naturellement, il faut continuer à garder un certain nombre de souplesse. Et puis, après, de toute façon, là, on voit bien qu'il va falloir le retour, je dirais, au niveau de vie antérieur ou à la vie économique antérieure. Elle va être progressive. Donc, je pense qu'il faut être très pragmatique et regarder s'il y a encore besoin effectivement d'aménager tout cela. Mais en tous les cas, je veux rassurer, tant que la crise est là, naturellement, on fera du mieux possible. Les crédits, en tous les cas, sont bien là. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Est-ce que Thierry, j'ai le temps encore pour une troisième question ou on reviendra tout à l'heure? Dis-moi ce qu'il en est. Tu as le temps. J'ai le temps, parfait. Alors, si tu veux bien continuer avec moi Jean-Baptiste, j'ai Alain. Alain, sa question est assez courte. À quand la possibilité de créer un compte et de pouvoir se connecter avec France Connect? Alors, France Connect, un certain nombre ont pu s'y connecter, mais c'est vrai que parfois, lorsqu'on n'a pas de numéro de téléphone français ou qu'on a un certain nombre de prérequis qui ne sont pas remplis, on ne peut pas y arriver. Donc, on est en train de travailler pour justement résoudre cela, faire en sorte que tout à chacun résidant hors de France puisse le faire. Donc, travail en cours et sujet bien identifié. Merci beaucoup Jean-Baptiste et merci Jérémy pour cette première session de questions, et donc tu peux commencer à en collecter de nouvelles pour la deuxième session à la fin de la deuxième partie. On va passer à Julien Kounowski. Donc, Julien, il est fondateur du groupe Facebook des non-résidents contribuables en France. Il a aussi représenté les navetteurs entre Bruxelles et Lille. Il y a un groupe aussi qui est extrêmement actif.
Julien, je crois que tu avais une question sur le sujet des transfrontaliers à poser au ministre. Bonsoir, merci Thierry, bonsoir Monsieur le Ministre. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur un sujet, sur des sujets importants qui concernent les transfrontaliers ce soir. Si d'ailleurs on reprend le grand sondage dont il fait référence depuis le début de notre événement, un chiffre, 58% des répondants au sondage affirment être peu ou pas satisfaits des informations concernant la fiscalité délivrée par l'administration française en Belgique, qui résume bien ce chiffre, toute la difficulté d'un certain quotidien, très actif aujourd'hui d'ailleurs, puisque nous sommes dans la campagne de déclaration d'impôt sur les revenus 2020, des non-résidents contribuables en France qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Alors, lorsque le grand sondage a été fait, il faut rappeler qu'on était aussi sur une réforme de la fiscalité des non-résidents contribuables en France, que le groupe, effectivement, que je représente des non-résidents contribuables en France, s'est créé à cette occasion-là en 2019 pour progressivement expliquer, faire de la pédagogie, co-construire, intervenir auprès de l'ensemble de nos représentants et donc de l'administration fiscale du gouvernement pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, effectivement, contrairement à l'année dernière, les choses ont avancé puisque la réforme a évolué, en tout cas dans les critères et dans les pistes que nous souhaitions. Donc ça nous sécurise là-dessus. Pour autant, il reste des sujets importants qui sont profondément aujourd'hui touchés dans le cadre de la crise sanitaire et qui ont des impacts après directs sur les non-résidents. Rappelez que les non-résidents contribuables en France qui résident en Belgique sont plus de 24 000, donc cet ensemble, plus leur famille, leurs proches, ça fait déjà un certain nombre de personnes concernées. Et donc, moi, je voulais juste vous interroger sur trois sujets, c'est-à-dire un premier sur la fiscalité du télétravail. Comme vous le savez, aujourd'hui, heureusement, des dérogations sont prises jusqu'au 30 juin pour éviter que le fait d'être en télétravail forcé, du fait de la situation sanitaire, nous pose des problèmes de fiscalité entre la France et la Belgique. Mais en même temps, cette situation met en lumière un vrai gros problème sur la convention fiscale de non-double imposition entre la France et la Belgique, puisque le frontalier n'est pas reconnu dans cette convention et donc il n'y a pas de jours de télétravail qui sont prévus pour lui, ce qui va poser de gros problèmes à partir du 30 juin ou plus tard, si les dérogations continuent, sur nos organisations de travail. Comment pourra-t-on télétravailler tout en étant dans un univers, on va dire, fiscal et administratif rassurant et pérenne, pour pouvoir ne serait-ce que télétravailler un jour par semaine depuis la Belgique, tout en travaillant en France, bien entendu. Donc c'est un premier sujet important qui aujourd'hui interroge beaucoup des non-résidents contribuables en France. Un sujet complémentaire à la fiscalité, c'est pourquoi, suite au rapport de Bercy qui est sorti en avance de phase avant donc, le vote de la loi de finances 2021, pourquoi on n'a pas pu encore avancer sur l'enjeu de créer un simulateur d'imposition pour les non-résidents contribuables en France. Le groupe des non-résidents que j'ai évoqué dispose de nombreuses ressources et vient de sortir, pas plus tard qu'hier, en tout cas durant la semaine, un nouveau simulateur pour cette année. C'est un simulateur qui appartient au groupe. Pourquoi pas faire quelque chose de plus solide, officiel, avec l'administration fiscale, dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes et donc des non-résidents. Et enfin, un dernier sujet qui ne touche pas à la fiscalité, mais qui a son importance. Malheureusement, la crise Covid aujourd'hui a un impact plus que négatif sur un certain nombre des non-résidents contribuables en France, c'est-à-dire que la crise Covid entraîne des ruptures de contrats, donc des personnes qui sont mises au chômage aujourd'hui, ce qui pose une vraie difficulté, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, le pays qui prend en charge le chômage est le pays de résidence. Et je voudrais aussi vous interpeller là-dessus, puisque nous attendions depuis plusieurs mois une réforme au niveau européen sur le sujet pour que le pays de cotisation devienne le pays qui s'occupe de verser le chômage, ce qui est très attendu en tout cas par un grand nombre de non-résidents contribuables en France au vu de leur situation et de leur peur, crainte pour l'avenir, vu de l'impact dans la durée du Covid sur l'emploi, sachant, ça je pense que vous savez, que le système belge est très différent du système français et clairement n'est pas favorable, en tout cas n'est pas à l'avantage des travailleurs vivant en Belgique et travaillant en France. Voilà, je vous remercie Monsieur le Ministre et j'espère qu'on pourra avancer sur ces trois sujets. Alors Jean-Baptiste, pour reprendre, merci beaucoup Julien pour toutes ces questions. Donc Jean-Baptiste, trois sujets, le télétravail, le simulateur d'impôt et l'indemnisation chômage.
Très bien, merci beaucoup à Julien pour, d'une part, également tout le travail conduit depuis 2019. Ça a été très utile et Thierry, Jérémy s'en sont fait l'écho systématiquement. Alors c'est vrai que on a mis en place là un certain nombre d'accords amiables pendant cette période Covid pour justement faciliter, ne pas pénaliser au regard des nouvelles habitudes qui étaient prises, des nouvelles habitudes de travail. Moi, je crois que de toute façon, on est en train de, on va sortir différent de ce moment-là, forcément, que il faut aussi reconnaître une évolution dans la manière de travailler, avec ce recours maintenant accru au télétravail, et je pense que la fiscalité ne doit pas être un frein. Donc, à un moment, ça va nous obliger, je pense, à remettre sur le métier un certain nombre de conventions avec nos voisins. Moi, je trouve que il est raisonnable de prendre en compte cela avec un nombre de jours par an. Alors, est-ce qu'il doit être fixé à 30? Est-ce qu'il doit être fixé à 50? Est-ce qu'il doit être fixé à 60? Je ne sais pas. Il faut avoir les négociations. Mais en tous les cas, c'est maintenant une donnée et donc la fiscalité doit aussi s'adapter à ça. Et pas l'inverse. C'est pas nos vies qui doivent s'adapter à la fiscalité, c'est la fiscalité qui doit aussi tenir compte de l'évolution de la société. Donc ça, on est bien d'accord. Deuxième point sur le simulateur d'impôt, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai que sur impôt.gouv.fr, il y a un certain nombre de simulations qui sont possibles et qui sont accessibles pour les contribuables français résidant en France, et je ne verrai que des avantages à ce qu'on puisse enrichir les informations qui sont à votre disposition avec un tel simulateur. En tout cas, je me ferai bien volontiers également votre avocat auprès de mon collègue des comptes publics, Olivier Dussopt, pour qu'on puisse y travailler avec ses services. Je trouve que dès lors qu'on parle d'imposition, il faut donner de la transparence, de la prédictibilité aux contribuables, et donc aucune raison naturellement que les Français établis hors de France soient exclus de ce type de principe. Et puis enfin, c'est vrai que du point de vue du chômage, on voit bien les différences qui peuvent exister selon les systèmes, et la France, je crois, soutient justement d'ailleurs cette position selon laquelle quelqu'un qui a cotisé en France doit pouvoir toucher son chômage en France ou dans un autre, et vice versa dans un autre pays. Donc on est à l'œuvre. D'ailleurs, d'autres pays sont sur la même ligne. J'ai en tête le Portugal, et avec Clément Beaune, on sera, et Elisabeth Borne naturellement, attentifs à ce que ça progresse bien au niveau européen. Comme en plus le Portugal a la présidence de l'Union européenne en ce moment. Et la France dans un peu plus d'un semestre. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses très précises sur ces trois sujets. Merci d'y avoir répondu avec autant de clarté. C'est vraiment utile pour nous, pour le travail que Julien fait en local, pour le travail que Jérémy et moi on fait aussi de notre côté. Je vais passer maintenant la parole à Lauriane Martel. Lauriane Martel, elle est à Anvers, elle est présidente d'un conseil d'administration d'un lycée à Anvers. Et elle a une question en ce qui concerne les échanges entre les Français de l'étranger et l'administration en France. Lauriane. Merci Thierry, bonsoir Monsieur le Ministre. Oui, je voudrais revenir sur ce sujet qui est une vraie priorité pour les Français de l'étranger et qui est de manière générale les relations avec les administrations françaises. Vous avez déjà évoqué un petit peu le sujet avec Madame Sabourin concernant la facilitation de certaines démarches administratives. Vous avez aussi répondu à une des questions posées sur le chat et dont Jérémy s'est fait le relais concernant France Connect. Donc effectivement, on voit bien que c'est une préoccupation de reconnaître cette spécificité des Français à l'étranger et justement de vivre à l'étranger. Je voulais savoir si à quand une vraie reconnaissance globale de cette spécificité, et est-ce que France Consulaire et France Connect sont les deux seuls outils
possibles à mettre en place pour faciliter ces relations, ou est-ce qu'il y a d'autres outils en projet, ou voilà, est-ce que aussi France Consulaire a pour objectif d'être simplement un outil d'information, d'orientation, ou est-ce que ça va devenir un vrai relais entre le français à l'étranger et les administrations françaises locales? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Lauriane. Donc, effectivement, là, on va pouvoir voter par Internet aux élections consulaires. Est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire dans le futur aussi, si je peux rajouter en plus? Très bien, merci beaucoup Lauriane et Thierry. Sur le vote, je prends la dernière question, je reviendrai naturellement à celle de Lauriane juste après. Donc, on vote aux élections consulaires par Internet, très important et comment dire, et vrai plus pour les Français établis de France, parce que les Français qui vont voter en France pour les régionales et les départementales n'auront pas ce service de vote par Internet. Là, il a été développé, testé, je veux rassurer les uns les autres. Il est totalement sûr, il a été agréé par l'ANSSI, qui est l'Agence de la sécurité informatique de l'État. Et donc, ça sera, je crois, dans la période que l'on connaît de pandémie aussi, très appréciable pour éventuellement éviter un déplacement jusqu'au bureau de vote physique. Sur ce vote, on a naturellement comme objectif de le reconduire par Internet aussi en tant que modalité pour les élections législatives de 2022. Et donc, les travaux sont en cours. Et voilà, enfin, en principe, tout est sur les rails. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. On fera les tests qui vont bien aussi dans le courant de l'automne pour s'assurer d'avoir une homologation en bonne et due forme. Mais c'est notre objectif. Et puis, s'agissant de la relation avec l'usager, avec le citoyen, le contribuable, effectivement, l'idée c'est de faciliter l'inscription sur France Connect, de s'ouvrir à plus de Français établis hors de France, par exemple en s'enregistrant sur l'identité numérique de la Poste, quel que soit son numéro de téléphone, j'évoquais cela, même si c'est un numéro qui est étranger, et ça permet ainsi, parce que tout le monde, par définition, quand on est établi hors de France, on n'a pas forcément un identifiant type assurance maladie ou impôt.gouv.fr. Donc voilà, c'est important d'ouvrir cette nouvelle modalité. Et en réfléchissant aussi à notre conversation à l'instant, je pense qu'on a la chance et la force d'avoir dans le monde entier des French Tech, et je verrai que des avantages. Là, c'est vraiment, y pensant à l'instant, peut-être à ce qu'on structure un peu peut-être des appels à projets, ou en tous les cas une sorte de lab FDE, si je puis dire, où tous nos amis des French Tech et Français de l'étranger n'hésitent pas à nous faire part de leurs suggestions, de leurs propositions pour, je dirais, discuter un petit peu et utiliser les outils numériques afin de mieux délivrer le service et d'être toujours au plus proche. Je le dis parce que lorsqu'il a fallu effectivement procéder à ce rapatriement des Français établis hors de France, c'est finalement une personne du monde du numérique, Céline Lazorde, qui a créé Litchi, qu'en 24 heures, avec 2 développeurs, on a mis en place une plateforme qui s'appelle sosuntoit.fr et qui a permis, pour des Français qui étaient je dirais, mis à la porte de leur hôtel aux Philippines ou je ne sais où, de trouver une porte accueillante de Français établis hors de France qui ont accepté d'héberger pendant 1 jour, 2 jours des compatriotes qui étaient en galère. Et ça s'est fait à l'arrache, en 24 heures, avec du mécénat de compétences. Et je suis persuadé qu'en utilisant les lumières donc de tous ces entrepreneurs français établis hors de France dans la tech, on pourra aussi peut-être trouver encore de belles innovations pour, en termes de service public, être toujours plus proche, plus réactif et plus efficient au profit de l'usager et du citoyen. Je pense que c'est une proposition qui va beaucoup plaire aux marcheurs très connectés des Pays-Bas sur la liste de Marie-Christine Koch, donc j'espère qu'ils nous écoutent. Prochaine personne à poser une question, donc c'est Louise Coffineau. Louise Coffineau, elle est conseillère environnement sur tout un réseau de villes, mais c'est pas une question sur l'environnement qu'elle va nous poser.
La grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et Louise va poser une question sur la protection des victimes de violences intrafamiliales. Et Louise est d'Ixelles. Merci beaucoup Thierry. Bonsoir Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez ce soir pour discuter. En effet, je vais vous poser une question sur la protection des victimes de violences intrafamiliales. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que ces violences se sont accrues pendant la période de pandémie due au confinement successif. Pourriez-vous nous dire quelles ont été les mesures mises en place pour orienter les victimes de ces violences intrafamiliales vers les interlocuteurs locaux compétents et, le cas échéant, pour les aider à rentrer en France? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise, pour ces éléments. Effectivement, c'est une cause érigée en cause nationale du quinquennat par le président. Pardonnez-moi, c'est les aléas du direct. Et donc, dans ces moments complexes qu'on a vécu, hélas, on a vu les chiffres augmenter, et c'est général. Alors face à cela, nous on a un grand rôle pour sensibiliser les agents du réseau à cette thématique. Ça a été fait lors de nos dernières journées du réseau consulaire. On a mis en place aussi des formations spécifiques au sein de notre institut de formation aux affaires administratives et consulaires pour justement que les agents qui vont être amenés à être confrontés à ces situations humainement délicates en poste, voilà, soit outillés, si je puis dire. Et puis aussi, on travaille avec des représentants du monde associatif. Je pense à l'association Voix de Femmes, avec le centre d'hébergement d'urgence Le Phare également, qui est situé en région parisienne, pour proposer aussi à nos ressortissantes victimes de violences à l'étranger, le cas échéant, une place dans un hébergement ainsi qu'un suivi psychologique si elles font le choix de revenir en France. Voilà, donc ça fait partie des actions mises en place. Je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup à faire. La députée Amélia Lacrafi a également beaucoup travaillé sur ce sujet. Je pense que ça pourrait être d'ailleurs utile, si vous souhaitez, de pouvoir organiser une rencontre avec elle, parce qu'elle a sorti beaucoup de propositions. Et donc, je pense qu'il faut aussi mettre de la visibilité sur toutes les informations relatives à ça, sur tous nos sites, parce que voilà, c'est peut-être le premier, enfin, ça fait partie des endroits où les gens, les intéressés se rendent pour avoir de l'information, et donc il faut qu'on soit de ce point de vue-là très très complet et que chacune sache voilà, comment on peut l'accompagner du mieux possible, les partenariats associatifs qu'on a noués pour que voilà, chaque situation trouve une réponse. Mais en tous les cas, merci pour votre engagement sur cette noble cause. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On est arrivé au bout de cette série de questions et je vais repasser la parole à Jérémy pour la partie questions-réponses sur le chat Facebook ou les emails qu'on a reçus. Voilà, me revoilà donc pour les questions du chat ou des emails. Je voulais juste prévenir Vincent et Catherine qui nous ont envoyé des questions, mais très très spécifiques sur des dossiers personnels. Peut-être qu'on ne va pas les prendre ce soir, mais je me chargerai avec Thierry de regarder avec attention les questions qui nous sont posées et peut-être de te les transmettre, Jean-Baptiste, si tu veux bien, parce que c'est vraiment sur des sujets très, très particuliers. 2-3 questions, je vais essayer d'en regrouper, mais il y a celle de Christine. Qui dit, voilà, bonsoir Monsieur le Ministre, nous avons été très honorés de recevoir un courrier de notre président, mais pourquoi avoir choisi cette période pour s'adresser aux Français de l'étranger? Merci d'avance. Alors tout simplement parce que ça fait un an que depuis de mars 2020 à mars 2021, on est engagé dans ce qui peut paraître une histoire sans fin, une nuit sans fin, et donc le président a souhaité, parce qu'il sait combien cela est pénible aussi pour les Français établis hors de France, souhaiter leur dire que nous serons
toujours à leur côté pour pouvoir les aider, les accompagner du mieux possible. J'évoquais les volets sociaux, les volets éducatifs et les volets aussi sanitaires, parce que en Belgique, on est dans l'Union européenne et donc le sujet de la vaccination, il est relativement aisé, mais on a certains de nos compatriotes qui sont dans des pays qui parfois ont fait le choix de ne pas adhérer à des dispositifs internationaux de livraison de vaccins, etc. et pour lesquels, du coup, eh bien, on veut répondre à leurs légitimes angoisses et on travaille d'ailleurs à l'expédition de doses dans des géographies particulièrement compliquées. Je pense à Madagascar, à la Tanzanie, etc. Et donc, ce courrier, je crois que c'est une preuve supplémentaire, parce que le président de la République, je crois qu'il n'a pas besoin de le démontrer, il l'a montré depuis le début du quinquennat. Il a été le premier président de la République à s'adresser à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'AFE, au sein de laquelle justement les conseils des Français de l'étranger envoient 90 des leurs pour porter cette voix des Français établis hors de France. Je crois que c'est aussi assez unique. En tous les cas, je crois que c'est la première fois que le président de la République s'adresse directement à eux. Et donc voilà, c'est aussi, je crois, un attachement sincère. Dès qu'il le peut, il rencontre aussi, hélas aujourd'hui les déplacements internationaux sont très contraints, et lui-même du coup est beaucoup en visio et moins dans ses déplacements officiels, mais je sais qu'à chaque fois, c'est des moments qu'il apprécie et qui sont appréciés. Je le sais aussi. Donc voilà, c'est un an de lutte contre la pandémie et le rappel que eh bien, le président, le gouvernement continueront d'être aux côtés des Français établis en France. Merci Jean-Baptiste. Évoqué effectivement ce moment avec le président de la République au sein de l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, étant également membre de l'AFE. Je me souviens de ce moment très important parce que, au-delà du signal politique, il y avait eu des choses qui ont été débloquées derrière, et c'était très très important justement sur un certain nombre de dossiers, et la présence avait été suivie de l'action. Voilà, je permets juste cette parenthèse. Je reviens tout de suite sur les questions qui sont posées par Cyril, qui est étudiant, qui est d'ailleurs administrateur d'un groupe Facebook d'étudiants français sur Bruxelles, et qui a ce constat qui peut se transformer d'ailleurs en question. Il s'agit de difficultés ou d'absence d'aide sociale pour les étudiants français qui font leurs études en Belgique alors que leurs parents cotisent en France. Par exemple, ils n'ont pas le droit aux APL ou Crous, etc. Est-ce que cette question pourrait être davantage traitée? Il te propose même que certains de ce collectif ou de ce groupe d'étudiants puissent t'apporter ou nous apporter quelques propositions sur ce sujet. Bien sûr, moi, je suis repreneur justement de toutes les bonnes idées, les suggestions, et nul mieux que les intéressés peuvent en formuler. Donc comment dire, allons-y pour travailler ensemble. Après, on est aussi dans un espace européen où on le voit aussi, beaucoup d'éléments sont mutualisés ou trouvent à s'appliquer indépendamment de la nationalité. Donc il faut regarder dans le détail la situation qui prévaut en Belgique, celle qui prévaut en France, et voir le travail qui peut être fait, mais en tous les cas, de bon cœur. Peut-être si je peux rajouter juste un mot sur ce point-là. C'est vrai que la situation des étudiants en Belgique et des étudiants français aussi peut parfois être extrêmement alarmante. Il y a vraiment un sujet de précarité étudiante. Donc le gouvernement belge et au niveau de la Wallonie aussi, Bruxelles-Wallonie, Valérie Glatini a pris tout un ensemble de mesures sur ces aspects-là. Moi, c'est clairement quelque chose, pendant la campagne, je veux qu'on puisse travailler sur ce sujet-là. Donc oui, je suis évidemment complètement disponible. On a déjà réfléchi à certaines choses, mais je suis sûr qu'on n'a pas réfléchi à tout, donc avec grand plaisir aussi pour moi. Je me souviens avoir été marqué aussi par ce sujet lorsque, lors de mes permanences consulaires, certains dirigeants d'organismes de bienfaisance ou d'entraide m'avaient dit qu'ils étaient frappés par l'augmentation du nombre d'étudiants qui venaient solliciter leur aide. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a là un phénomène. Et ici, on a Martine Désirant. Tu parlais de la bienfaisance de Liège tout à l'heure.
Ici, on a Martine Désirant qui effectivement nous informe régulièrement. Bon, déjà, je salue évidemment son travail, mais qui nous informe régulièrement au niveau du conseil consulaire de la situation très préoccupante d'étudiants qui viennent la voir. Jérémy, voilà, j'étais en train de lire, pardon, des questions qui arrivent là. Voilà, Gauthier qui nous a posé une question, mais c'est aussi sur un dossier très personnel. Voilà, j'informe Gauthier qu'on va s'occuper de ce qu'il nous expose, mais peut-être pas dans la discussion aujourd'hui, parce que ça serait vraiment rentrer dans des détails. Oui, comme quoi, des conseillers des Français de l'étranger, ça sert énormément. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça aide aussi à résoudre des situations qui parfois sont complètes, compliquées. Donc, c'est pour ça que c'est important que les uns et les autres, si vous ne l'avez pas fait, vous inscriviez, que vous mettiez à jour vos coordonnées pour pouvoir voter. Et puis surtout, le jour J, en mai, fin mai, que vous puissiez voter soit par Internet, soit en présentiel, parce que c'est aussi la reconnaissance du travail accompli et de l'engagement. Je crois que vous êtes bien heureux de pouvoir vous appuyer sur eux en cas de besoin, et donc vice-versa. Ils sont bien heureux de pouvoir s'appuyer sur vous dans ce moment aussi. Oui, merci Jean-Baptiste. C'est vrai que là, avec ces discussions et ces questions, on voit vraiment l'aspect concret du mandat local, du mandat de conseiller des Français de l'étranger, parce qu'il y a des dossiers individuels qui vont trouver des solutions. Mais voilà, les questions posées méritent vraiment qu'on s'en occupe. Peut-être pour terminer, et là, je vais peut-être m'adresser à Thierry, en fait, parce que je vois qu'il y a une ou deux questions qui lui sont adressées. Si Monsieur le ministre me le permet. Bien sûr. Merci Jean-Baptiste. Et alors voilà, Thierry, il y a Thomas qui te dit, vous parlez de 90, alors 90 à 95% de Français bien intégrés. A-t-on des différences entre les régions? Et je vais coupler cette question avec celle de Gabriel, qui te demande, Thierry, comment votre liste va-t-elle prendre en compte les spécificités des Français vivant en Flandre? On entend toujours parler des frontaliers et des non-résidents, mais quelles propositions concrètes seront mises sur la table? Je lis les deux questions parce que je pense que la première fait écho dans la deuxième question. Merci Jérémy. Oui, alors quand on regarde les résultats du sondage, effectivement, la première chose, c'est qu'il y a 6% des Français qui se considèrent peu intégrés. Donc l'immense majorité des Français, effectivement, se sentent très bien intégrés. Il y a une petite différence effectivement entre la Flandre et la Wallonie, avec un niveau un peu plus faible en Flandre qu'en Wallonie. Et quand on compare ça avec donc si on regarde d'où viennent les personnes et les raisons du manque d'intégration, on arrive avec la langue. Donc effectivement, il y a la question de la langue parfois peut poser problème en Flandre. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé et sur lequel on essaiera de faire des propositions également. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que 4 répondants sur 10 n'envisagent pas de retour en France. Donc en général, les Français qui sont là sont plutôt bien là et ne pensent pas, même on a posé sur 5 ou 10 ans, ils ne pensent pas réellement revenir en France. Donc ça, c'est des éléments qui me semblaient intéressants à partager. Ensuite, comment est-ce que je vais faire pour comment tu disais, pour intégrer la question des Français et les intérêts des Français de Flandre. Sur ce point-là, premièrement, déjà en mettant des gens sur la liste qui connaissent ces sujets. Il y a quelqu'un qui est caché derrière son ordinateur aujourd'hui, comme nous tous, mais qui a fait beaucoup de travail pour cette réunion, c'est Maxime Lelièvre, qui a vécu à Gand pendant plusieurs années, qui connaît extrêmement bien les questions locales et qui est membre encore de plusieurs associations de Français de Gand. Donc voilà, déjà en mettant sur la liste, en 5e place, donc très haut sur la liste, des personnes qui connaissent bien ces sujets. Mais quand on continue sur la liste, on retrouve aussi d'autres candidats comme Moufida Laribi, qui est chef d'entreprise, qui est installé à Anvers. Il y a Lauriane Martel, qui est sur la liste, qui est là pour pousser la liste avec Daniel Gachet. Lauriane Martel, qui est installée également à Anvers. Donc voilà. Et enfin, sur le plan des idées, la première interview que j'ai donnée dans le cadre de cette campagne,
c'était à Français à l'étranger. Vous pouvez aller la consulter et je parle de la Flandre dans la première interview que j'ai donnée. Donc oui, c'est un sujet qui pour moi est important. On va faire des propositions et je vous invite vraiment à suivre la page Facebook, de liker la page Facebook sur laquelle vous êtes, puisqu'on va faire des propositions également pour les Français de Flandre. Parfait, merci beaucoup. Mais je vois l'heure tourner. Je ne voudrais pas être le méchant qui rappelle que le temps du ministre peut être précieux. Donc, je te redonne la main. D'autres questions arrivent, mais on y répondra dans un autre Facebook Live, pourquoi pas, plus sur la campagne, on va dire, que ce soit. Donc, je te redonne la main, si tu veux bien, Thierry. Oui, merci. On va pas te garder beaucoup plus longtemps. Peut-être si tu veux dire 2 petits mots de conclusion. Moi, je conclurai après et on pourra terminer cette réunion. Jean-Baptiste. Écoutez, un grand merci pour cet échange, parce que l'échange, c'est à deux sens, et il y a aussi des idées qui ont germé en vous entendant, en vous écoutant, et donc c'est vous dire que c'est précieux d'avoir des interlocuteurs qui sont ces élus locaux, vous dire que on est vraiment à votre entière disposition pour accompagner du mieux possible. Vous êtes 3 millions dans le monde entier, vous êtes naturellement en Belgique, une communauté hyper nombreuse, hyper sympa, plus de 300 000, et donc j'aurai grand bonheur à vous retrouver, je l'espère, in situ, pas par pixel interposé, mais dans la vraie vie le plus vite possible. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour les semaines à venir, pour cette campagne. Les campagnes, c'est des moments passionnants parce que c'est fait de nombreux contacts, de nombreuses rencontres. Alors même si elles sont peut-être un peu plus dématérialisées en ce moment, et souvent c'est très fort pour l'équipe. Donc bon vent à l'équipe, et surtout plein de bonnes choses, et à votre disposition. À très bientôt. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été là avec nous. Donc vous voyez, ce sondage, c'était vraiment pour nous la façon de vous écouter. C'est une conception aussi de coparticipation, de démocratie participative, d'écouter quels sont les sujets qui pour vous sont importants, et de ne pas sortir des propositions programmatiques de notre chapeau parce qu'on les a gribouillées sur un coin de table. On vous écoute, vous nous donnez vos préoccupations, et nous, on va apporter maintenant des solutions dans les semaines qui arrivent. On a pu transmettre toutes ces informations directement à un membre du gouvernement français, et ça montre qu'on a la possibilité de donner directement, sans filtre, de faire remonter. On a déjà vu ça pendant la crise sanitaire, il y a eu des succès. C'était grâce à l'action de Jérémy et ce qu'on a pu faire. Également, le député de la circonscription, Pierre-Alexandre Anglade, qui a fait remonter à chaque fois, qui a transmis et qui nous a aidé à nous battre, parfois quand c'était nécessaire de pousser un petit peu. Donc voilà, pendant toute la crise, avec Jérémy, on a été extrêmement actifs pour défendre les intérêts de la communauté des Français de Bruxelles. Et c'est quelque chose qu'on continuera de faire. On a assisté à des conseils de sécurité chaque semaine pour suivre la situation. On a répondu des emails, des messages Facebook pendant toute la crise. Et ça, c'est quelque chose qui a donné un corps très important, je trouve, à la fonction de conseiller des Français de l'étranger. C'était une crise importante, et moi, j'étais fier de pouvoir être là pour vous accompagner au jour le jour. Dernier élément, je ne peux pas ne pas le dire, inscrivez-vous sur les listes consulaires d'ici au 23 avril. Vous avez dans le chat toutes les informations pour vous y inscrire si vous savez que vous n'êtes pas inscrit, pour vous vérifier votre situation électorale si vous ne savez pas si vous êtes inscrit ou pas. Et enfin, même si vous savez que vous êtes inscrit, regardez si vous avez bien donné une adresse email et un téléphone portable, parce que c'est avec ça que vous pourrez voter par Internet depuis votre canapé. Si vous n'avez pas la bonne adresse, si vous n'avez pas le bon numéro de téléphone, ça ne marchera pas. Et si vous avez n'importe quel problème, vous envoyez un message sur la page Facebook, on vous aidera, on vous dirigera vers le consulat, où on vous permettra de trouver une solution. Merci beaucoup à tous. Merci encore Jean-Baptiste, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.